Bonsoir chers téléspectateurs, soyez les bienvenus dans 28 minutes avec pour démarrer ce soir un événement. Notre premier invité est en effet Jean-Marie Gustave Leclésio, prix Nobel de littérature, homme ouvert à tous les vents du monde. L'auteur d'Alma et du Procès-verbal publie ce printemps un magnifique récit sur sa haute enfance vécue en Bretagne juste après la guerre. Comme Proust, Leclésio considère qu'il n'y a pas d'imagination, il n'y a que la mémoire, dont acte. L'actualité du jour en France, c'est l'annonce aujourd'hui de la fin programmée de l'état d'urgence sanitaire et le rêve nourri par Emmanuel Macron d'une concorde nationale pour gérer l'après-pandémie. Qui peut encore croire Emmanuel Macron ? Ces affaires de concorde, est-ce que ce n'était pas d'ailleurs la belle lettre aux Françaises et aux Français qui inaugurait le grand débat ? Il y a eu 500 000 contributions sur l'environnement, rien du tout à la fin. Gilets jaunes, manifestations contre la réforme des retraites pour l'hôpital, protestations contre les brutalités policières, les colères populaires qui s'accumulent depuis 1 an et demi maintenant sont-elles le signe d'une démocratie française en crise, à bout de souffle ? Y aurait-il un déficit de représentativité ? Nous en débattrons ce soir avant de retrouver les deux Adonis survoltés, messieurs Mauduit et Saltiel. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir Elisabeth, il a fondu, les tubes métalliques se sont tordus, c'est l'échafaudage de Notre-Dame de Paris, oui, qui a souffert de l'incendie d'avril 2019. Eh bien le démontage a commencé, c'est périlleux, mais un autre échafaudage était périlleux, il est au 19e siècle, sur Notre-Dame également, c'est celui de la restauration par Viollet-le-Duc. Attention, il y a des cailloux qui tombent. Et vous François ? On part aux États-Unis ce soir où un marché est en plein essor depuis le début de cette crise sanitaire, celui de la surveillance des seniors. Oui, la santé des personnes âgées est suivie à la trace avec tout un tas de gadgets, non sans risque. À tout à l'heure, mes amis. Bonsoir Nadia Dame. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir Frédéric Seyss de 8h16 tous les matins sur France Culture. Et bonsoir Jean-Marie Gustave Leclésio. Vous êtes avec nous, vous nous faites l'honneur d'être avec nous. Vous êtes à Nice. C'est donc hélas par Skype. Nous ne verrons pas votre beau regard océanique en plateau, mais vous êtes par Skype avec nous. Oui, bonsoir. Bonsoir. Je me suis trompée, Jean-Marie Gustave Leclésio, quand j'ai évoqué Chanson bretonne et ce récit de votre enfance après la guerre. En fait, c'est pendant la guerre, les dernières années de la guerre, que vous avez vécu jusqu'en 1947 en Bretagne. Est-ce que beaucoup de vos lecteurs savent que votre nom breton, c'est Arclésiou, qui veut dire le haut talus ? Et d'ailleurs, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que je me trompe ? Non, c'est tout à fait vrai. C'est Arclésiou. Ça veut dire des enceintes fortifiées, des talus. Des talus. Parlez-vous couramment la langue bretonne ? Possédez-vous complètement cet idiome ? Non, malheureusement, je n'ai pas pu l'apprendre parce que j'étais déjà trop âgé quand j'ai commencé à m'y intéresser. Mais j'aime beaucoup cette langue et je regrette beaucoup qu'elle risque de disparaître. Ce serait terrible que cette langue disparaisse. On va en reparler dans un instant avec vous, mais tout d'abord, votre portrait, une évocation de votre destin, car c'en est un, par Gaël Legras. Regardez. Les contes, la colère, les frontières, c'est la règle de 3 de Jean-Marie Gustave Leclésio. Les contes, inventés par sa grand-mère maternelle, lui donnent un sentiment de sécurité. À Nice, pendant la guerre, elle lui raconte des histoires qui mettent en scène mon ami, un singe capable de se sortir des situations les plus périlleuses. C'est pour ça que j'aime la littérature, dit-il. À 23 ans, en 1963, avec le Procès-verbal, son premier roman publié, il remporte le prix Renaudot. Au début des années 70, il vit au Panama. Un soir, il fait la connaissance d'Elvira, une femme qui va de maison en maison et interprète des contes dans lesquels elle mélange les mythes ancestraux et sa propre histoire. En 2008, Jean-Marie Gustave Leclésio dédie son prix Nobel de littérature à Elvira, qui lui a transmis, dit-il, la certitude que la littérature pouvait exister malgré toute l'usure des conventions et des compromis, malgré l'incapacité dans laquelle les écrivains étaient de changer le monde. Il l'avoue lui-même, il est toujours en colère, mais il exprime cette colère dans ses livres, raison pour laquelle il écrit beaucoup et paraît en conséquence si calme. Pourquoi écrivez-vous, Leclésio ? On ne le sait pas très bien soi-même. Écrire, c'est un acte inconscient. Inconsciemment reviennent toutes les petites tragédies, toutes les petites oppressions qui forment le fond de l'être. Dans Ritournelle de la faim, Alma, Désert, ce sentiment de révolte contre les guerres, le colonialisme, la misère est particulièrement présent. En donnant la parole à ceux qui ne l'ont pas, il transforme la colère qui l'habite en empathie.
Les frontières, il les traverse souvent et préférerait même qu'elles n'existent pas. Il a vécu ou enseigné dans de nombreux pays, Royaume-Uni, Thaïlande, Mexique, Panama, Maurice, Chine, États-Unis. Je suis quelqu'un qui n'a pas de domicile fixe véritablement. Parce que je suis d'une famille de gens un peu vagabonds et un jour j'ai décidé de m'arrêter ici. Et puis, bon, un jour je partirai. Aujourd'hui, pourtant, à l'occasion de la sortie de son dernier livre, Chansons bretonnes, il concède que la Bretagne, région où il passait tous ses étés pendant l'enfance, constitue ce qu'il appelle le seul pays stable de sa vie. D'où cette chanson bretonne suivie de l'enfant et la guerre, évocation de l'enfance en Bretagne de Leclésio, notre premier invité. Il y a une extraordinaire fidélité aux femmes tout au long de votre existence. Là, on a vu l'évocation d'Elvira. Il y a aussi Alice, votre grand-mère Leclésio, que vous aimiez beaucoup, que vous aimiez infiniment, très féministe, et qui vous avait appris, je crois, à coudre et à tricoter pendant la guerre. Oui, c'était une femme très originale et elle pensait qu'un garçon devait apprendre à tricoter, ça devait faire partie de son éducation. Donc je sais tricoter. Et elle aimait bien aussi nous apprendre à cuisiner, elle aimait nous impliquer dans la vie de tous les jours, alors que la plupart des garçons sont élevés dans une certaine oisiveté, comme des petits rois. Elle ne voulait pas qu'on soit des petits rois. Vous tenez cet amour de la Bretagne d'un amour intoxicant, c'est ce que vous écrivez, que vous a légué votre mère. Qu'entendez-vous par là, un amour intoxicant ? Elle était passionnée de Bretagne parce qu'elle se sentait profondément héritière de la culture bretonne par ses parents, par toute sa famille, mais aussi parce qu'elle avait choisi la Bretagne comme un endroit pour se ressourcer. Elle-même était née à Paris, donc elle n'était pas bretonne. Elle était née à Milly, près de Paris. Mais pour elle, son lieu de naissance, le lieu où elle a connu l'amour, où elle a rencontré mon père, qui était son cousin d'ailleurs, et le lieu où elle a décidé de vivre pendant la guerre, c'était la Bretagne. C'était un lieu de refuge et aussi un lieu pour imaginer, pour envisager l'avenir et pour donc fonder une famille. Vous écrivez, page 91 de Chansons bretonnes, Leclésio, « Et si l'on osait l'autonomie » à propos de la Bretagne. Alors, je suppose que c'est une facétie. Néanmoins, vous rappelez que la Bretagne a été indépendante pendant 9 siècles. Et puis, en 1488, il y a eu un drame militaire qui a entraîné la fin de cette indépendance. Vous la souhaitez, vous, dans un rêve comme ça, vous caresseriez l'indépendance de la Bretagne ? Je ne dirais pas l'indépendance, parce que je crois que ce n'est plus d'actualité maintenant. On a passé l'époque des indépendances. Mais l'autonomie, oui, je pense, l'autonomie culturelle et peut-être même fiscale, une autonomie véritablement économique qui permettrait peut-être à la Bretagne de trouver un rebond dans le monde actuel qui est tellement compétitif. La Bretagne a été la région de France la plus pauvre jusqu'à il y a très peu de temps. Quand j'étais enfant, les gens étaient très pauvres en Bretagne. Les paysans vivaient comme vivent encore certaines personnes dans des régions reculées du Brésil ou de l'Afrique. Ils n'avaient pas l'eau courante, ils n'avaient pas l'électricité, ils vivaient dans des maisons avec le sol en terre battue, ils n'avaient pas de chauffage. Et on est passé de cet âge extrêmement rigoureux à la modernité, mais on n'a pas donné la chance à la Bretagne d'exister comme un véritable pays. Et je crois que l'autonomie, ça serait une possibilité. Mais moi, je ne suis pas un politicien, je ne vais pas m'aventurer trop là-dedans. Surtout pas. Restez l'écrivain que vous êtes, Leclésio. Nadia Dame aimerait évoquer avec vous les obsèques de George Floyd qui ont eu lieu hier. Ouais, hier à Houston, donc dans la ville natale de George Floyd. Faut-il le rappeler, George Floyd, c'est donc cet Américain noir tué par un policier le 26 mai. Ces obsèques, ces images ont fait le tour du monde. Elles ont évidemment pris un tour politique, puisqu'il y a ces cris de ralliement, des slogans qui ont accompagné son cercueil, lui-même encadré par des militants. Et puis on a vu aussi ces images très saisissantes de Nancy Pelosi, de sénateurs démocrates qui ont posé un genou sur le sol, un genou à terre au Capitole à Washington pendant
8 minutes et 46 secondes. C'est le temps qu'a duré l'agonie de George Floyd. Et puis surtout, il y a un mot qui a marqué la journée d'hier et qui a marqué également les 2 dernières semaines. Ce mot, c'est changer. L'Amérique, c'est l'heure de changer, a dit la nièce de George Floyd hier. Et pour Barack Obama, qui a également employé ce terme-là, le changement, ça a déjà commencé. Il a salué un changement de mentalité, même d'état d'esprit des Américains. Est-ce que vous partagez l'optimisme de Barack Obama, qui pense qu'on est vraiment en train de vivre un moment historique et que les choses changent? Écoutez, c'est un drame épouvantable qui s'est passé aux États-Unis. Et je trouve ça terrible, vraiment terrible. C'est au-delà même de ce qu'on peut exprimer en émotion. Et je trouve magnifique cet élan collectif. Et je trouve magnifique que cet élan ait débordé des frontières américaines et mobilise des gens dans le monde entier. Il est temps de mettre en application les mots de Martin Luther King qui disait, je le rappelle, que les êtres humains ont appris à voler comme des oiseaux, à nager comme des poissons, mais ils n'ont pas appris l'art tout simple de vivre comme des frères. Et je crois que c'est le moment d'apprendre à vivre comme des frères. Merci de ce rappel. Frédéric Seyss. Comment vous envisagez, vous, cette société qui semble petit à petit se fracturer de plus en plus sur fond de précarisation des travailleurs et de hausse des inégalités ? Oui, on n'en est pas du tout à l'âge de Dickens. Je rappelle qu'à l'époque de Dickens, les enfants de 8 ou 9 ans allaient travailler dans les mines. Donc nous avons heureusement évolué depuis ce moment-là. Mais c'est vrai que c'est une société très injuste et très cruelle dans laquelle les possibilités d'espérance dans un avenir meilleur seront de plus en plus réduites. Donc je ne suis pas très optimiste. Je pense qu'il va falloir se battre beaucoup pour maintenir la justice, l'égalité entre les humains. Ça, c'est le combat de la nouvelle génération. Donc ça, oui, ça c'est important de le dire. Jean-Marie Gustave Leclésio, en 2017, dans votre roman Alma, vous évoquiez un certain nombre de disparitions. La disparition du nom des ancêtres et la disparition d'un animal emblématique assez merveilleux qui s'appelle le dodo, qui était l'emblème de l'île Maurice, un animal un peu tragicomique, presque humain. Je sais que vous lisez L'origine des espèces de Charles Darwin. Êtes-vous hanté, miné par l'extinction de la biodiversité? Vous êtes aussi membre de l'association des amis de Greta Thunberg et vous êtes de plus en plus, je crois, bouleversé à l'idée que nous rations le coche d'une forme de décroissance ou en tout cas de quelque chose qui nous permettrait de nous maintenir dans l'environnement harmonieusement. Oui, comme beaucoup de gens, je crois que j'ai été émerveillé par l'apparition de cette jeune fille tellement sincère et tellement émouvante par sa simplicité, qui prêche la désobéissance civile. Ce qu'elle demande, c'est qu'on aille contre la volonté des États et qu'on mette en avant la volonté de la société. La société, ce n'est pas l'État. L'État et la société sont complètement opposés. Et je trouve que c'est formidable que ce mouvement soit parti de cette jeune fille et que ce mouvement de désobéissance ait commencé dans les écoles et commencé dans les lycées. Je trouve ça tout à fait frappant et tout à fait émouvant et je soutiens totalement ce mouvement. Donc il faut relire Thoreau, qui a théorisé la désobéissance civile, et se précipiter dans les librairies pour acheter Chansons bretonnes, suivi de L'enfant et la guerre. Vos souvenirs, alors que ce sont des souvenirs pré-langage, votre remémoration absolument bouleversante de cette enfance que vous avez vécue à Sainte-Marine, au pays Bigoudin. Merci Leclésio d'avoir participé à 28 minutes ce soir. Je rappelle que vous êtes publié évidemment chez Gallimard. Merci encore. On passe à notre débat sur la réponse de l'exécutif français aux crises qui s'enchaînent depuis 18 mois. Gilets jaunes, réforme des retraites, Covid-19, brutalité policière. Pourquoi Emmanuel Macron cristallise-t-il à ce point une haine populaire? Trop de verticalité, de jacobinisme. Par ailleurs, la crise de la représentativité est-elle seulement française? On en parle après la mise au point de Sandrine Le Calvez. Comme une impression de crise permanente. Mouvement des Gilets jaunes, mobilisation contre les retraites, inquiétude et interrogations sur la gestion de la pandémie de Covid-19.